Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. À la suite du règne du roi Philippe II de Macédoine, une nouvelle puissance est ainsi entrée dans le jeu du pouvoir de la civilisation grecque. Cependant, durant l'été 336, le roi Philippe II est assassiné au mariage de sa fille Cléopâtre de Macédoine. C'est donc le jeune Alexandre, alors âgé de 20 ans, qui doit prendre le pouvoir. À la suite de l'assassinat du roi Philippe II, l'Assemblée des Macédoniens proclame Alexandre nouveau roi du royaume. Il est alors immédiatement conseillé par sa mère, la reine Olympias. Cette dernière aide Alexandre à consolider son pouvoir interne par l'élimination de l'ensemble de ses rivaux potentiels, ainsi qu'à organiser les futures campagnes dans le but de sauvegarder la puissance macédonienne sur la Grèce. Alexandre et Olympias font exécuter son cousin Amytas, que son père avait déjà renversé en 356. Puis, alors qu'Alexandre part consolider les frontières, Olympias poursuit la chasse aux rivaux de son fils. Elle fait tuer Cléopâtre, l'amante du roi Philippe, contraignant cette dernière à se pendre après avoir vu sa propre fille Europa et demi-sœur d'Alexandre égorgée dans ses bras. L'oncle de Cléopâtre, Attale, est assassiné à son tour, puis Alexandre, sous la demande de sa mère, fait exécuter son demi-frère Caranos. Ainsi, la reine-mère s'assure que son seul fils soit légitime sur le trône de Macédoine par le meurtre des autres enfants de Philippe qu'il eut avec d'autres femmes ainsi que de leurs familles proches. Mais alors qu'Alexandre consolide son pouvoir en Macédoine, l'œuvre d'unité de son père en Grèce se brisa, quand Athènes et Corinthe refusèrent de se soumettre à l'autorité du nouveau roi, et quand le grand roi Darius III finança une rébellion dans Thèbes contre la Macédoine. Alexandre doit immédiatement répondre à la menace. Il met le siège devant Thèbes, puis rase la ville en décembre 335 et fait vendre ses 30 000 habitants au marché d'esclaves. La peur que provoque cette bataille fait soumettre l'ensemble de la Grèce à Alexandre, qui décide d'envahir l'Empire perse pour punir Darius III de son insolence. L'armée gréco-macédonienne, forte de 37 000 hommes et 5 000 cavaliers, débarque en actuelle Turquie durant le printemps 334, ce qui entame une sérieuse réponse de l'armée perse qui engage 40 000 hommes dans la bataille de Granique qu'Alexandre remporte en mai 334. Par la suite, Alexandre consolida sa tête de pont en Turquie actuelle par la prise de la cité-forteresse côtière de Milet, puis par la réussite du siège d'Halicarnasse, donnant ainsi un QG vers les terres pour l'armée gréco-macédonienne. Ce n'est qu'après ces trois défaites que l'armée perse décide enfin à la contre-attaque. Elle engage 80 000 fantassins et 11 000 cavaliers sous les ordres directs du grand roi Darius III contre les 22 000 fantassins et 5 800 cavaliers d'Alexandre à la bataille d'Issos, le 1er novembre 333. Malgré une forte supériorité numérique des Perses, les Gréco-Macédoniens infligent une défaite décisive aux forces perses, obligées de sonner la retraite à la fuite de Darius III, ce qui ouvre à Alexandre la route vers le cœur de l'Empire perse. Après une année entière de débâcle, l'armée perse est enfin relevée de sa décisive défaite de 333. Darius III et ses généraux Bessos et Maïsos ont regroupé 52 000 fantassins, 15 000 cavaliers, 200 chars et 15 éléphants de guerre, soit la plus grande mobilisation armée que peut offrir l'Empire perse. Pour contrer cette immense armée, Alexandre regroupe seulement 25 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Mais alors que Darius III est assuré par les chiffres d'une victoire écrasante durant cette bataille de Kogamel, l'armée d'Alexandre écrase une nouvelle fois sa puissance le 1er octobre 331 par une seconde défaite décisive qui entraîne même la mort de Darius III. Après l'assassinat du grand roi, Alexandre achève la conquête de l'Empire perse par la bataille des portes persiques, où le 20 janvier 330, il défait les derniers généraux perses, alors à la tête d'une faible armée. Alexandre le Grand réussit alors l'exploit de vaincre l'éternel ennemi des Grecs en seulement 4 années de guerre et de campagne militaire. L'Inde est pour les Grecs une contrée mystérieuse connue pour les textes d'Hécatée de Milet et d'Hérodote. Mais il ne fait guère de doute que le but premier d'Alexandre est de restaurer à son profit les limites de l'empire de Darius Ier et d'en tirer les profits commerciaux inhérents. Il prépare ainsi dès l'année 329 sa campagne en Inde par la fondation d'une ville au nord de l'actuel Kaboul, dont l'objectif est de servir de base arrière pour son armée. Après une année entière de préparation, Alexandre lance sa campagne durant l'été 327. L'arrivée de cette armée étrangère est une si grande surprise pour l'Inde et ses voisins que l'armée gréco-macédonienne s'empare de la région du Pendjab dans l'été 326, soit un an après le début de la campagne.
L'année 326 est une grande réussite militaire pour Alexandre le Grand, car il s'empare de la ville de Aornos en avril et remporte une sérieuse victoire sur les rives du fleuve Hydaspe en juillet. Puis le roi de Macédoine et également pharaon d'Égypte achève sa conquête de l'Inde par sa campagne victorieuse dans la région de l'Indus de l'automne 326 au printemps 325, date à laquelle les soldats d'Alexandre observent la mer Indienne. Puis de juillet à décembre 325, l'armée d'Alexandre retourna à Babylone, lassée des combats, laissant l'Inde aux mains d'un roi indien allié et ami du conquérant. De retour à Babylone, au cœur de son empire, Alexandre remarque alors l'incroyable instabilité qui règne sur le peuple perse. En Grèce, en Médie, en Égypte et en Carmanie, les rébellions et les contestations face à la forte autorité macédonienne se propagent et augmentent. Aussitôt, le conquérant dirige son armée sur les rebelles avant de les écraser en début d'année 324. Alexandre provoque par la suite les noces de Suse, censées réunir les peuples grecs et perses dans une union commune. 10 000 mariages entre soldats gréco-macédoniennes et femmes perses sont déclarés. Cependant, cela provoque une scission indélébile entre le pouvoir central d'Alexandre et les influenceurs en Grèce, qui ne supportent pas de voir une union des civilisés grecs avec les barbares perses. Immédiatement après les noces de Suse, une révolte éclate au sein de l'armée Aopis, en Perse, sur le fleuve Tigre en Asie mineure et au nord de Babylone. En effet, la partie grecque de l'armée du conquérant se soulève contre leur empereur, jugé inapte à gouverner la Grèce, car beaucoup plus enclin aux questions asiatiques qu'européennes. En rage, Alexandre regroupe 20 000 hommes et défait les révoltés, et décide alors de diriger son empire depuis l'Asie mineure et de ne pas retourner à Pella, capitale de Macédoine. Cette décision provoque deux catastrophes. La première est qu'Alexandre ruine ainsi ses chances de retrouver la fidélité de la Grèce, et la deuxième, c'est qu'il perd petit à petit son pouvoir sur sa patrie d'origine, la Macédoine. Ce n'est que durant l'été 324 qu'Alexandre réalise ses erreurs du printemps. Il met en place une généreuse politique envers les cités grecques et la Ligue de Corinthe pour ne pas perdre définitivement la Grèce, pays qui fournit 50% de son armée ainsi qu'un apport en mercenaires non négligeable. Alexandre accepte même l'idée de remettre en cause la monarchie traditionnelle, politique qui lui donne pourtant l'entièreté de son pouvoir, pour rendre plus accessible la démocratie aux cités qui la souhaitent, et même si pour cela, le règne du régent Antipater doit en être affaibli encore plus. Par la suite, Alexandre met en place une sérieuse politique extérieure. Il rencontre les Carthaginois en Afrique, les Celtes dans les Balkans et les Étrusques en Italie. Son objectif, alliance, traité de non-agression et échange de paix durable. Au niveau intérieur, en plus d'une politique avantageuse pour les Grecs, Alexandre multiplie les gestes de grands desseins en Babylonie, en Égypte et en Inde. Fondation de villes, construction de systèmes de régularisation des eaux, apport d'un grand commerce enrichissant, avancées militaires et entretien des infrastructures et développement sociétal, la politique intérieure d'Alexandre comme extérieure s'annonce florissante pour l'ensemble de l'Empire et de ses voisins. Plutarque et Arrien ont décrit la mort prématurée et inattendue de l'empereur. Tout commença entre le 28 et 29 mai de l'année 323, où Alexandre passe de banquet en banquet, ne s'arrêtant ni de boire ni de manger. Durant l'une de ces soirées, l'empereur reçoit 22 invités et durant son repas, il est victime d'un intense besoin de boire et avale d'un coup sec et unique l'entièreté d'une coupe de vin pur, ce qui lui provoque une sérieuse douleur. Alexandre quitte immédiatement la table pour gagner son lit, dans lequel il passa toute la soirée à délirer, avant de tomber dans le sommeil par la fatigue. Le lendemain, il ressent une cruelle et puissante fièvre qui dure toute la journée. Le 4 juin, Alexandre donne ses dernières instructions et ses derniers ordres. Ce médecin tente toujours de réduire sa fièvre, qui est alors permanente et qui va l'accompagner jusqu'à sa mort. Le 7 juin, l'empereur est victime d'une aggravation de son état. Il perd l'usage de la parole, mais reconnaît ses officiers qui dirigent l'empire à sa place. Ces médecins impuissants sont appelés dans la nuit du 7 au 8 juin, car la fièvre d'Alexandre augmente en intensité. L'empereur passa la journée du 9 et 10 juin à se rouler dans la douleur, à délirer et à perdre l'usage de ses sens. Il finit alors par trouver la mort au soir du 10 juin 323, âgé de 32 ans. Si la cause de la mort d'Alexandre est attribuée populairement à un empoisonnement de la part du fils d'Antipater, il est de nos jours difficile d'accepter la réelle cause de sa mort, tant l'idée de l'empoisonnement est plus digne d'une mort pour l'un des plus grands conquérants et figures historiques de notre histoire, plutôt que d'accepter la cruelle vérité. En effet, il est plus que probable que la mort d'Alexandre soit causée par une simple et stupide surconsommation de boissons et de viande, lui provoquant ainsi une attaque bactérielle du système digestif et une perforation d'une ulcère gastrique.
Cette idée est très acceptée dans le monde médical, étant donné que l'entièreté des symptômes décrits par les médecins d'Alexandre se retrouvent dans les causes citées plus haut et dans leur apparition chronologique. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter et à aimer. Et moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde!